Bonsoir Nathalie, Bonsoir Frédéric, ça va bien? ça va bien toi? Bon, là, j'imagine que les gens sont déjà en train de se brancher, donc bienvenue, Oui. bienvenue. On est heureuse ce soir de vous recevoir pour le webinaire Démystifier le coin sensoriel, son utilisation et ses bienfaits. On est deux co-animatrices aujourd'hui pour vous parler de ce petit coin refuge et j'en profite tout de suite pour vous dire qu'il y aura une période de questions qui va être faite à la fin, mais vous pouvez déjà les inscrire au clavardage. Donc, s'il y a des questions en cours de route qui sont répondues, on a une équipe derrière, autant chez Pas à Pas que chez FDMT pour y répondre. Donc, Donc je vois Nathalie, je m'excuse, là, je vois dans le chavardage, là, les gens nous envoient des beaux bonsoirs, là, ça veut dire que la technologie est de notre côté en ce moment. oui, on a eu un petit souci sur le son, mais il est réglé. Donc, ben, on a le plaisir de vous présenter certaines informations sur le coin sensoriel. On en entend de plus en plus parler. Donc, on va partager un webinaire, excusez, on va partager un PowerPoint qui va vous permettre d'avoir un support visuel. Donc, vous allez un petit peu moins nous voir, mais vous allez voir beaucoup d'informations. Et ce PowerPoint-là va vous être transféré par la suite là, dans un lien avec la conférence d'aujourd'hui. Donc, vous pourrez y faire référence par la suite. Donc, je vais aller transférer le petit PowerPoint. Donc bonsoir à tous ceux qui nous envoient un petit coucou dans le chat. Là, je vois combien de temps le webinaire va durer. On va faire de notre meilleur pour la partie plus théorique, Nathalie et moi, un 45-50 minutes, Nathalie? Environ. Puis on va garder une période de questions, puis on peut être en question assez longtemps. Donc, on va essayer de répondre le plus possible aux interrogations. Bien, j'en Parfait. profite en même temps pour te laisser la parole pour te présenter, Frédéric. Absolument. Je dois dire que un petit peu de trac, évidemment, je trouve ça important de nommer un peu le côté émotionnel de la chose. Un petit peu de trac pour la technologie et tout ça, mais je suis très heureuse d'être là ce soir. Surtout que FDMT, pour avoir travaillé 5-6 ans dans le milieu scolaire, une compagnie chouchou hein, pour beaucoup d'enseignants, beaucoup d'éducateurs spécialisés, psychoéducation aussi. Donc, quand j'ai eu la demande, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'étais vraiment heureuse. Donc, voilà, je suis éducatrice spécialisée depuis maintenant environ 13 ans. J'ai travaillé dans différents milieux, dont les 5-6 dernières années dans le milieu scolaire. Puis, j'ai le grand bonheur de travailler chez Service psychosocial Pas à Pas. Nous avons des bureaux à Saint-Eustache ainsi qu'à Allemand. Donc, propriétaire de Pas à Pas, Caroline Coiré. Donc, c'est un bonheur pour moi d'accompagner les familles dans toutes sortes de défis, que ce soit de l'anxiété, que ce soit TDAH. On a une intervenante aussi qui travaille avec le deuil, les proches aidants, service aux adultes aussi. Donc, vous pouvez aller visiter notre page pour avoir plus de détails sur nos services. Bien, merci. Bien heureuse de co-animer ça avec toi, Frédéric. Je me présente, Nathalie Gagnon. Je travaille pour FDMT, créateur des Manimaux, depuis maintenant 6 ans. J'ai un bac en sciences d'éducation et je peux vous dire que ça a été un bonheur depuis 6 ans de pouvoir présenter des outils et parler du système sensoriel avec lequel on est tellement constamment sollicité avec les bienfaits, tout ça. Et ça nous permet ce soir de vous présenter justement le coin sensoriel. Donc, la deuxième diapo, c'était nous, fait qu'on va la passer rapidement. Donc, voilà Frédéric et Nathalie. Donc, au départ, euh, son oups, on a comme un genre de... Il y a quelque chose, il y a une diapo qui est partie, je ne sais pas comment ça. Ah, il y en a une qui nous a quittés. Ben, Bien voyons sûr, donc. il y a une diapo qui n'est plus là. Donc, je vais juste faire 30 secondes, une vérification. Laissez-moi. Frédéric, je te laisse parler un petit peu des outils qu'on donnera à la fin, s'il te plaît. Puis, Oui. je vais. Donc, j'ai créé avec l'aide de Nathalie deux outils qui vous seront partagés à la fin du webinaire. Donc, vous allez pouvoir en bénéficier. Donc, le premier, ça se trouve à être aller voir avec l'enfant quels sont les besoins derrière quand les enfants ont une surcharge sensorielle. C'est qu'il y a un besoin souvent
en arrière de ça. Donc, ça peut être un besoin de réconfort, ça peut être un besoin de calme, ça peut être un besoin de silence. Donc, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser avec l'enfant. On vous montrera des photos un petit peu plus tard. Donc, ça, c'est le premier outil, aller chercher le besoin. Et d'aller chercher le besoin chez l'enfant, souvent, ça va prendre comme un moyen détourné pour aller chercher l'émotion qu'il y a en arrière. Parce que, évidemment, les enfants, leur cerveau est en développement. Et puis, beaucoup d'enfants ne sont pas encore capables de dire je me sens triste, je me sens fâchée, je me sens déçue. Donc, des fois, d'aller dire le besoin, on peut aller chercher l'émotion qui est en arrière du besoin. Donc, ce sera votre premier outil. Et ensuite de ça, le deuxième, vous aurez un aide-mémoire, un rappel de comment fabriquer, mettre sur place votre coin sensoriel, que ce soit autant à la maison qu'à l'école. Donc, vous aurez donc toutes les étapes super bien expliquées pour que sa conception soit optimale. Alors, donc, Nathalie, est-ce que ça va? Bon, un petit pépin technique. C'est des choses qui arrivent. Faisons de l'humour avec ça. Je sais que Nathalie était partie voir pour la page manquante pour le PowerPoint. Ceci étant dit, je vais faire, Nathalie, je prends 2 secondes pour, parce que j'ai un fil conducteur qui m'est venu. Super important que je voulais mentionner, je me l'étais même noté. Je tiens à faire un gros coup de chapeau au personnel scolaire. Je sais que depuis la pandémie, évidemment, le personnel scolaire vit toutes sortes de rebondissements et tout ça. C'est comme si les enseignants ont une planche pleine de pain. Là, quand on dit avoir du pain sur la planche, là, puis la planche est débordante, là, puis il y a du pain qui arrive toujours de plus de tâches de tout ça. Là. Donc, je lève mon chapeau au personnel scolaire qui travaille extrêmement fort depuis les dernières, bien, toujours, mais les dernières années ont été très particulières. Donc, est-ce que tu m'entends toujours? Bien sûr. Parfait. Donc, je vais vérifier si je trouve l'endroit pour faire le partage d'écran ici. Prise 2, je suis désolée, on a voulu télécharger, mais semble-t-il qu'on n'a malheureusement pas téléchargé la dernière version. Donc, je le pars en diaporama, puis confirme-moi si tu le vois. Moi, je le vois très bien. Parfait. Donc, voici. Elle veut pas. Pourquoi créer. Oups! Décidément, elle ne veut pas rester. On va recommencer. Donc, pourquoi créer un coin sensoriel? Donc, c'est le point de départ pour la présentation de ce soir. C'est qu'il faut créer finalement une intention. Pourquoi on mettrait du temps à créer un coin sensoriel? C'est simple. Parce que dès qu'on se retrouve en situation de grand groupe, en situation où est-ce qu'il y a plusieurs personnes ou dans un environnement à air ouverte, il y a énormément de stimuli, donc on est sollicité au niveau de notre système sensoriel. Donc, sans s'en rendre compte, notre système se fatigue. Donc, il y a certaines situations quotidiennes avec cette fatigue-là qui va devenir de plus en plus difficile de gestion. Donc, ça augmente les possibilités de conflit avec les autres. Ça augmente les difficultés de concentration, les difficultés de gestion des émotions. Alors, le coin sensoriel, le coin refuge va permettre justement un moment intime ou en petit groupe, donc 2 ou 3 maximum, des fois on est accompagné d'un intervenant, pour mettre en premier plan un temps d'autorégulation. Donc, afin d'être mieux préparé, afin d'interagir justement au niveau des autres et mieux apprendre. Dans le fond, ce qu'on parle, c'est le développement cognitif et socio-émotionnel. Puis je sais que tu as bien des exemples là, pour démontrer le pourquoi qu'on devrait avoir un petit coin sensoriel ou un coin refuge. Le milieu scolaire est un milieu effervescent. Ce que je veux dire par effervescent, du moment qu'un enfant se lève le matin pour aller à l'école, jusqu'au moment qu'il est de retour à la maison, l'école, c'est bruyant. L'école, c'est entouré toujours de personnes. Les enfants, là, si on pense à la garderie aussi, là, je vois beaucoup d'éducatrices en CPE, mais c'est un milieu tout sauf calme.
À part, des fois, il y a des pauses après la récréation et tout ça. Mais l'école est un milieu qui vient déranger tous les côtés sensoriels toute la journée. Donc, c'est super important de retenir. Parfois, on pense que le coin sensoriel va être dédié seulement aux enfants qui ont des défis, que ce soit un trouble du spectre de l'autisme, que ce soit un TSA, mais non, tous les enfants peuvent en bénéficier. D'avoir une petite pause, que ce soit de bruit, que ce soit de proximité avec les autres aussi. Il y a des enfants qui ont quand même une grosse bulle. Puis je prends juste les rangs à l'école quand les enfants prennent leur rang. Ils sont collés ensemble. Puis les enfants qui ont des grosses bulles, des fois, juste ça de prendre de rang plusieurs fois par journée, c'est difficile. Et que dire de l'heure du dîner, que ce soit à la cafétéria, que ce soit au gym, dépendamment des écoles, c'est d'un vacarme incroyable. Je vous avoue que parfois, je faisais de la fuite moi-même pour éviter d'y aller parce que des fois, là, mon Dieu, le personnel scolaire, là, les filles du service de garde, ouf, hein, c'est très, très, très bruyant. Donc, ces moments-là sont vraiment précieux. Puis le coin refuge, là, c'est vraiment un must à avoir. Donc, maintenant qu'on a nommé les belles raisons pour lesquelles on devrait créer un petit coin sensoriel, on va regarder, oh, voyons, on va regarder les emplacements. Pourquoi? Parce que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas la place, mais c'est pas si immense que ça, un coin sensoriel. On peut trouver une place autant dans la classe que dans un local adjacent à la classe, qui est souvent un local dans lequel les éducateurs spécialisés vont être. Donc, si on le fait dans la classe, on détermine l'espace qui est toujours un petit peu en retrait du bruit ou du mouvement de la classe. Ça peut être derrière les étagères, proche du coin lecture, le long d'un mur ou bien justement plus loin des fenêtres pour diminuer l'intensité lumineuse, dépendamment des classes que l'on a aussi. Donc, on peut jouer avec les lumières. Si on n'a pas le privilège d'avoir des circuits électriques indépendants, bien, ça existe des filtres de lumière pour tamiser un petit coin pour le rendre différent et accueillant. Et naturellement, si on le met à l'extérieur du local, il faut penser que ça sera toujours un endroit dans lequel un élève va être ou un enfant va être accompagné. On ne laissera pas le jeune y aller seul. Et dans les deux cas, ce qu'on veut, c'est que le coin soit accueillant, soit intime, soit modulable, confortable, qu'on peut changer l'éclairage et naturellement organisé. Il y a deux mots que je viens de dire, qui est modulable et organisé. Pourquoi? Parce que c'est pas là qu'on va mettre, c'est pas la salle de jeu, c'est pas là qu'on va tout laisser. On va avoir un espace dans lequel on peut avoir un espace fixe, mais après ça, on va laisser des objets par rapport aux besoins que le jeune va avoir ou ce que nous, on pense qui pourrait l'aider pour lui permettre de le découvrir. Donc, c'est là qu'on va adapter finalement le coin sensoriel à la personne qui va l'utiliser. Puis je sais qu'encore là, tu donnes des beaux exemples. Frédéric, je te laisse la parole. Oui, mais tu sais, on parle beaucoup du milieu scolaire, mais je voulais aborder aussi à la maison parce qu'en pratique, dans le bureau ici, c'est une intervention que je donne très, très, très souvent. Les enfants, parfois au retour de l'école, là, il y a des parents qui viennent me voir. Mon Dieu, je ne reconnais plus mon enfant. Rentre dans la maison, ça se met à bouder, à faire une crise, sont fatigués et tout ça. Donc, souvent, c'est une intervention que je donne de faire ce qu'on va présenter tantôt avec tous les outils, mais faire un petit refuge pour les enfants. Quand on voit qu'ils commencent à être irritables, qu'ils reviennent de l'école, qu'ils ont besoin d'une pause, hein, j'ai parlé du bruit, de l'atmosphère, de la bulle et tout ça à l'école. Donc, un petit coin refuge à la maison, là, c'est super pratique. Souvent, je dis aux parents de prendre un petit bac pour mettre les outils qui sont pertinents pour l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui vont aimer dessiner, il y en a d'autres qui vont avoir besoin de quelque chose au niveau oral, il y en a certains qui ont besoin de se couper du bruit. On verra tout ça tantôt, mais le personnaliser à l'enfant aussi, à la maison, c'est super de faire ça. Puis on le voit, les enfants aiment tellement ça, se construire des cabanes avec les coussins et les couvertures. Donc, c'est intuitif. Ils aiment ça, avoir un petit coin à eux, là. Tout à fait. Qui en profite? Ah ben, t'en as quand même glissé un petit mot tout à l'heure en disant tout le monde. Non, t'as pas vendu la mèche. C'est juste bon de le répéter plus souvent, là. Mais tout le monde va en profiter, enseignants, parents, enfants. C'est un moment très intéressant pour chacun. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va
venir recharger nos batteries, venir calmer ce qu'on dit notre système nerveux central. C'est pour ça qu'on va parler du système sensoriel. Le coin refuge, le coin sensoriel, c'est vraiment ça. C'est un 15 à 20 minutes de retrait ou, je dirais, de moment pour soi. On parle de pleine conscience, vivre le moment présent, etc. Mais c'est un 15 minutes qui va vous permettre tellement d'aider la gestion de l'humeur, les relations interpersonnelles, l'attention, la concentration. Et si on est capable, grâce à ça, d'éviter une crise par jour dans laquelle tout le monde est impliqué parce que la crise, elle est vraiment vécue par l'ensemble du groupe. Quand il y en a une, c'est bénéfique. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, je passe à la prochaine. Il faut que je déplace les images, je m'excuse. Donc, quand finalement on pourrait permettre l'utilisation de ce coin-là. Il y a différentes façons, naturellement aussi par rapport à l'âge des utilisateurs. Donc, s'ils sont en situation où est-ce qu'on peut leur proposer d'acquérir les connaissances pour reconnaître des signes précurseurs, bien, ils peuvent être dans l'autonomie. Donc, c'est-à-dire que sentir qu'ils commencent à être un petit peu tannés d'être trop proche des gens, comme tu parlais tout à l'heure, ou bien que le bruit est trop fort, ou ils ont de la difficulté, ça fait 12 fois qu'ils lisent la même ligne, puis là, il y aurait besoin d'une situation. Donc, le côté autonome de reconnaître les signes, c'est intéressant. Donc, lorsqu'ils reconnaissent des réactions excessives, des malaises physiques, que nous, on voit qu'ils ont des besoins constants d'être rassurés, on pourrait prendre un petit moment à ce moment-là avec le jeune. Les difficultés de relations interpersonnelles, donc il y a plein de raisons qui vont nous permettre de leur faire, pas de leur enseigner, de leur faire prendre conscience que c'est un bon moment pour faire un arrêt, pour se faire excusez l'expression, c'est anglophone, mais c'est reset, un peu se faire un reset de notre état pour davantage être en situation par la suite maximale pour l'apprentissage ou pour l'activité proposée. Mais ça se peut aussi qu'on ait besoin de l'intégrer dans une routine individuelle. Alors là, on va provoquer des moments parce qu'on le sait que c'est vraiment souhaitable dans le déroulement de la journée de cet individu-là, de cet enfant-là. Alors, on va suggérer un moment, comme ce soit, mettons, au retour du dîner, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, qui n'ont pas été capables d'aller dehors parce que ça fait 2-3 jours qu'il y a du mauvais temps, mais un petit 15 minutes qui va leur permettre justement de faire le vide pour mieux faire le plein. Alors, je le sais aussi que tu as vraiment beaucoup d'exemples là-dedans, fait qu'on essaye vraiment de se limiter, je vous dirais, pour rester dans le 45 minutes, là, mais je te laisse la parole parce qu'il y a des beaux exemples. Bien, je vais en prendre un en particulier. Là, je pourrais en dire 10-15, mais je vais en prendre un en particulier. Donc, un élève ou d'aller aux récréations et au dîner. Il y a certains élèves, donc, que c'est hyper stimulant. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants, d'enseignantes et de TS qui vont reconnaître ça. Et il y a certains élèves qui ont de la difficulté à se redéposer après. Donc, d'aller directement à la classe, pour certains d'entre eux, ils sont trop, j'ai juste le mot anglophone, moi aussi, mais trop high, là, trop surexcités, trop. Puis il y en a parfois aussi de rentrer à l'intérieur, c'est difficile, ils aimeraient rester à l'extérieur plus longtemps. Donc, je me rappelle un enfant en particulier, j'avais du sable, un bac avec des petits trucs pour jouer dans le sable, puis c'était du sable kinétique. Donc, ça, c'était, pour cet enfant-là, c'était wow, la texture et tout ça. Hein? Donc, on voit avec le toucher. Puis, ça lui permettait aussi d'être beaucoup dans le moment présent, dans le ici et maintenant, de décrocher un peu de la récréation, de revenir à l'école à l'intérieur. Donc, on prenait un 5-10 minutes, puis après ça, retournait en classe, puis il était apaisé. C'était vraiment chouette de voir l'effet que ça avait sur cet enfant. Puis on parle beaucoup de comportements surexcités ou très fatigués, mais il ne faut pas minimiser non plus l'impact émotionnel, l'eau tranquille. Donc, l'enfant, tu sais, on voit pas trop, mais on le ressent qu'il en aurait besoin. Bien, souvent, c'est des petits oubliés, fait qu'il faut être très, très observateur, je vous dirais, mais eux aussi vont vraiment profiter de ce moment-là dans une routine qui leur est proposée parce que c'est probablement pas spontané qu'ils vont le demander. J'ai un autre petit exemple rapide. Il y a certains enfants qui sont très, très dans l'anxiété de performance. Donc, ils écoutent, ils sont droits toute la journée. Tu sais, ceux qu'on n'entend pas, qui font tout
parfaitement. Puis des fois, par en arrière, on reçoit un appel du parent que les enfants font des méga crises de colère en arrivant à la maison. Donc, ils essaient tellement d'être, je fais mes mains comme ça, mais tu sais, d'être comme ça toute la journée que souvent, ils ont des compensations anxieuses ou colériques en arrivant à la maison. Donc, le coin est super utile pour ces enfants-là également. Donc, dans le fond, pourquoi c'est utile? Parce que ça permet d'avoir une meilleure modulation sensorielle. Quand on parle de modulation sensorielle, on parle de tous les petits stimuli qu'on a que nous, on doit traiter. Puis, un exemple simple, c'est celui, on est à la maison, on a fait le souper, on entend un bruit, mais sans en être conscient. On ferme le ventilateur de cuisine, la hotte de poêle, puis tout le monde fait « Oh mon Dieu que ça fait du bien! » Et Excuse-moi, c'est tellement libérateur. exactement. C'est un peu la même chose. Donc, au même titre que des fois, sans s'en rendre compte, on est habitué dans un environnement comme une école d'avoir beaucoup de bruit dans le corridor, tout ça. Mais il s'agit qu'une journée, on ait une musique qui camoufle un peu le bruit du corridor, tout ça, puis on fait comme, hey, il me semble que c'était plus facile cet après-midi parce qu'on a eu un bruit qui était, je dirais, enveloppant sans être intrusif. Fait que parfois, c'est intéressant justement de pouvoir limiter ça parce qu'on est en contrôle des stimuli. Alors, le coin sensoriel permet justement d'avoir une meilleure modulation sensorielle parce qu'on contrôle les stimuli qui vont entrer dans ce coin-là. Et ce qui va mettre finalement un bon moment, c'est l'autorégulation. Quand on parle d'autorégulation, c'est d'utiliser un de nos sens de façon volontaire dans lequel on va y porter notre attention pour mettre un peu en sourdine d'autres sens. Donc, c'est comme un peu faire une chose à la fois, ça fait du bien. Alors, le coin sensoriel permet vraiment de faire ça et naturellement, on va utiliser nos 5 sens que l'on connaît bien, mais il y aura 2 sens qui sont un petit peu moins connus, le vestibulaire et le proprioceptif. Et avec certains outils, qu'on va parler un petit peu plus tard dans la prochaine diapo, des outils qui vont venir travailler chacun de ces sens-là pour être en mesure de bien créer son coin autour de nous, que ce soit à l'école ou à la maison. Je sais que tu avais encore des beaux petits exemples. Et Nathalie, par contre, dans l'écran, je Ah, vois. attends. Oui, je viens de le voir, excuse. Voilà. Alors, j'adore ce point. Combien de fois j'ai entendu mes questions, les enfants, aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un coin sensoriel? Pourquoi les enfants sont si réactifs? C'était pas comme ça dans le temps. Je veux juste faire une petite parenthèse. C'était pas comme ça dans le temps parce que moi, j'ai commencé mon primaire en maternelle en 1986 et je me rappelle très bien, en 1987, en première année, j'ai déjà reçu un bon coup de règle sur les doigts. Donc, les enfants, ils n'écoutaient pas. Les enfants étaient dans leur cerveau reptilien, ils étaient dans la pomme. Ils étaient dans leur côté animal. Donc, je me tiens comme ça, j'écoute les grandes personnes. Parce que si je n'écoute pas les grandes personnes, soit que je vais avoir une tape à quelque part, un coup de règle, quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr, évidemment, aujourd'hui, ça n'existait plus. Mais les enfants, c'est pas qu'ils écoutaient volontairement, c'est qu'ils avaient peur. Et la peur fait quoi? La peur fait figer, la peur fait immobiliser. Donc, c'était plutôt ça, les réactions des enfants. Aujourd'hui, mais c'est comme si le balancier est passé d'un extrême à l'autre. Donc là, on tend à vouloir le ramener vers le centre. Donc, c'était ma parenthèse au niveau du développement de l'enfant. Puis pourquoi un point sensoriel? Je demande aux adultes d'aller à l'intérieur d'eux et à se demander en ce moment, qu'est-ce que moi je fais comme adulte pour m'apaiser au niveau sensoriel? Les enfants, il y a plein de moyens que nous prenons les adultes et que les enfants ne peuvent pas prendre comme moyens. Là, on a écrit quelques trucs en bas, là, mais les adultes qui vont au spa, les adultes qui vont se faire donner un massage. Il y a beaucoup d'adultes dorment avec des couvertures lestées maintenant. Les petites chandelles à la maison créent une ambiance. Un bain avec la lumière fermée, des petites chandelles, de la musique douce. Je pense aux personnes qui se rongent les ongles. Hein? Je pense aux personnes qui ont des
aussi, ils vont aller se tourner les cheveux comme ça. Les personnes qui mangent les crayons. Donc, les adultes ont toutes sortes d'autres choses. Je voulais faire une parenthèse pour les ados aussi, la fameuse vapoteuse. C'est rendu dans les écoles secondaires, des fois même un problème, mais tout ce qui est oral va calmer. Donc, les adultes qui mangent la gomme, le vapoter, la nourriture, prendre des collations croquantes et compagnie, c'est toutes des choses qui viennent apaiser au niveau sensoriel. Alors voilà, c'était ma parenthèse. Oui, c'est ça. Puis comme ça vient apaiser, bien, des fois, on prend des mauvaises manies, comme tu l'as dit, c'est qu'on ne choisit pas les bonnes façons pour s'apaiser, d'où l'importance de l'apprendre en jeune âge. Donc, si on leur permet justement de connaître ces coins-là et de savoir qu'est-ce qui est autorégulant pour eux, qu'est-ce qui leur fait du bien, bien, ils vont peut-être éviter certaines mauvaises habitudes, puis on va le souhaiter pour garder les jeunes en santé. Donc, ça nous permet de rentrer maintenant au niveau de chacun des sens. On va essayer de le faire en cascade rapidement pour avoir le temps de répondre aux questions, mais on va voir quand même pour vous donner des suggestions d'outils, puis comment les utiliser. Donc, du côté visuel, on a les labyrinthes sensoriels. Donc, même j'en ai un, je ne sais pas si on va le voir, là, mais on voit ici, c'est un petit sablier comme ça, mais on peut l'altérer puis changer un petit peu la texture en le brassant. Donc, naturellement, il y a un cause-effet qui est vraiment plaisant à observer. Alors, tout ce qui est de transformation, c'est captivant. C'est intriguant. Même chose lorsqu'on a un tube à bulles, là, comme on le voit, le tube lumineux dans lequel il y a des bulles et des poissons. C'est quelque chose qui attire notre attention. On le sait, un aquarium, on trouve ça tellement beau et tellement apaisant. Mais certains outils, tout comme le tube, ont d'autres propriétés, dont le côté auditif, d'amener un bruit blanc, un bruit qui est régulier, qui n'est pas dérangeant, qui n'est pas intrusif, qui est même réconfortant, parce que c'est comme ça, à un moment donné, on se sent enveloppé dans ce petit bruit-là. Alors, même chose avec la tablette magnétique créative, on a la petite brillance de la bille qui vient apparaître quand on a enfin réussi à aller la chercher avec la pointe du crayon aimanté. Donc, il y a un côté satisfaisant à cette perception visuelle-là, mais c'est accompagné d'un petit bruit puis d'une sensation au niveau de la main parce qu'on la sent, le côté magnétique, l'aimant. Alors, des objets comme ça, ils vont parfois être utilisés pour le côté visuel, mais dans le fond, ils ont aussi d'autres qualités à côté, donc des sous-qualités qui vont être très réconfortantes là, pour l'utilisateur. Donc, je sais que tu avais un petit coup de cœur dans cette diapositive-là. Eh oui, j'en ai un ici en arrière, le sablier que tu viens de montrer, le sablier liquide. Les enfants sont comme hypnotisés pendant 30 secondes, une minute. Ça m'arrive tellement souvent qu'ils le prennent. Oh oui, ça, c'est le fun. Puis là, des fois, j'essaie de leur parler. Là, puis non, il faut que je leur donne un moment là, qu'ils l'observent comme il faut. Tout ça, ça fait beaucoup revenir dans l'instant présent aussi. Une petite pause visuelle qui est une pause sensorielle qui vient mettre au neutre le système nerveux central. On aime ça. Auditif, donc dans le fond, on a remis pour vous présenter la deuxième catégorie, pas la deuxième catégorie, mais la deuxième qualité de certains produits, la tablette magnétique. Donc, je vous en ai parlé, il y a un petit bruit qui arrive. Fait que c'est le fun quand des fois on a deux sens qui sont sollicités en même temps parce que c'est encore plus captivant au niveau de l'attention. Donc, on est dans un contrôle de stimuli avec un objet, avec plusieurs stimuli au niveau de nos sens en même temps. On ne peut pas passer à côté au niveau du système auditif de il y a trop de bruit, il y a trop de son, des coquilles. Donc, les coquilles insonorisantes que l'on voit de façon assez fréquente en milieu scolaire, que ce soit pour les neurotypiques, donc les jeunes qui n'ont aucun besoin particulier, ou pour ceux qui ont des besoins particuliers tels le TSA ou un TDA avec ou sans H. Donc, c'est un outil qui est très connu maintenant. Les jeunes vont l'utiliser autant au primaire qu'au secondaire. Il y en a même maintenant à l'université qui les ont parce qu'ils ont depuis qu'ils sont jeunes. Et c'est vrai, ça coupe 27 décibels au niveau des sons. Ça veut dire que si, mettons, il y a 150 sons autour de moi, puis j'en ai 50 qui sont moins de 27 décibels, bien, je viens de m'en couper 50. Donc, il en reste juste 100
qui sont aussi diminués de 27 décibels, donc beaucoup moins dérangeants et plus facile pour moi de les éliminer autour de moi. Puis moi, je donne souvent l'exemple à l'enseignant, dire, vous avez une classe, là, vous êtes en surnombre, les deux plus tannants sont absents une journée. Il y en a juste deux là, qui ne sont pas là, là. Votre journée a été plus facile. C'est drôle, il en manquait juste deux. Là. Il en reste toujours bien 25. Là. Mais c'est comme si le fait que ça nous tire moins d'énergie, il nous en reste pour travailler sur notre attention, sur notre concentration, sur nos relations interpersonnelles, sur la gestion des émotions. Alors, il ne faut pas minimiser du tout le côté auditif au niveau de l'utilisation des produits dans le coin sensoriel. Alors, je te laisse une tranche de vie. Oui, mais je vois des petits commentaires passer avant ma tranche de vie. Effectivement, Nathalie, je rajoute un point avec les coquilles anti-bruit. Les coquilles anti-bruit ne doivent pas être portées en tout temps. Hein. C'est une vingtaine de minutes, à moins d'une évaluation ou quelque chose comme ça. Exactement. Donc, c'est ça, parce que là, on ne veut pas causer comme une autre problématique, que là, ça cause une hyper sensibilité au bruit après ça. Petite tranche de vie, mon grand garçon, hypersensible au bruit. Donc, ses premières années d'école primaire, maternelle, première, deuxième année ont été très difficiles pour lui, surtout le dîner. Le fameux dîner, là, ça a été très complexe pour lui parce qu'il revenait à la maison et il me disait « Oh maman, c'est tellement fort, je ne suis pas capable d'aller dîner, il y a trop de bruit. » Donc, ça a été un outil vraiment très favorable pour lui, à tout le moins pour qu'il puisse manger dans le brouhaha et tout ça. Donc, ça a été super aidant. Aujourd'hui, il est rendu en quatrième année, il n'en a plus besoin, mais ça a été une période X de sa vie là, que ça a été extrêmement aidant. Donc, effectivement, puis c'est aidant pour plusieurs. Puis c'est bon de le préciser comme tu le fais. C'est toujours un 15 à 20 minutes. Donc, pour permettre à notre système nerveux central d'être apaisé et de pouvoir continuer, on parle d'une pause de 15-20 minutes, peu importe l'outil qu'on va utiliser, ça devrait être suffisant pour pouvoir redémarrer une partie de la journée. Puis si on a besoin de retourner dans un coin sensoriel ou de refaire une pause sensorielle, à ce moment-là, on le refait au courant de la journée. Donc, il y a d'autres articles tels que les Snap and Pop qui vont être un article de manipulation qu'on va peser et pour que ça clique et ça déclique. Alors, on en voit quelques-uns. Donc, dès que ça fait du bruit, ça peut satisfaire certains jeunes et vaut mieux leur proposer des outils dans lesquels on a un contrôle sur le bruit que de leur laisser découvrir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour créer du bruit autour d'eux. Et voilà. Les professeurs, les enseignants, les professeurs vont dire comme « Oh, le crayon! » Ah oui, exactement. Donc, j'ai toujours, on ne peut pas leur enlever ni leurs doigts ni leur bouche. Donc, vaut mieux être en contrôle de ce qu'on va entendre avec des moments sensoriels, auditifs qui leur conviennent. Au niveau du toucher, on a différentes textures. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure avec ton jeune qui adorait le sable kinétique, Frédéric, c'est une texture qui va venir tellement être intéressante parce qu'on a beaucoup de fibres nerveuses au bout des doigts. Hein, on se coupe avec une feuille, ça fait mal, on le sent toute la journée quasiment. Puis pourtant, on a 2 points de suture sur le mollet, puis on ne les sent pas. Le corps est drôlement fait, mais ça reste que c'est ça. Donc, on aime beaucoup manipuler. Moi, j'ai une petite balle présentement qui aide justement à rester focus sur la présentation d'aujourd'hui. Il existe d'autres textures. Alors, c'est intéressant d'avoir quelque chose que l'on peut manipuler. Puis, il en existe plusieurs. Pourquoi? Parce que justement, il y en a qui peuvent faire un petit peu de bruit, comme il y a certains tangles en plastique rigide qu'on peut cliquer comme ça, taper, qui vont faire un petit peu de bruit. Puis il y en a d'autres qui n'en font pas. Puis si je suis en situation d'écoute en classe, bien, il ne faut pas que je dérange mes collègues à côté. Donc, je dois avoir quelque chose qui ne fait pas trop de bruit. Mais par contre, si je suis dans un moment où est-ce qu'il y a du mouvement à l'extérieur, bien, pas à l'extérieur, mais je veux dire dans la classe, puis que moi, je suis dans mon petit coin à moi, mon petit coin refuge, bien, je peux me permettre de faire du bruit qui me convient. Donc, c'est intéressant à ce moment-là d'avoir des éléments qui vont être autant tactiles, mais qui vont venir satisfaire d'autres besoins en même temps, comme je parlais. C'est pour ça que je parle du auditif et touché. Il y a des choses qui sont collantes, des choses qui sont dures, qui sont douces, qui sont molles. Alors, il faut en avoir quelques-uns. Je vous dirais que ce n'est pas parce qu'on a une sorte de balle qu'on a ce qu'il faut. Exemple, on a des petites souris comme ça qui sont intéressantes. Je ne sais pas si on les voit bien, là, mais les petites souris très, très mous. Je peux rentrer les doigts à l'intérieur. Je peux m'amuser
à le manipuler différemment. Et c'est un toucher qui va être différent de la balle, qui va être différent d'un tangle, qui va être différent du sable kinétique. Donc, c'est le fun d'en avoir quelques-uns. Et en début de matière, je parlais d'un coin modulable et que l'on peut permettre de trouver des outils qui conviennent à l'individu qui va y être invité. C'est là que ça vaut la peine d'avoir des petits bacs avec différentes textures pour pouvoir les moduler d'une fois à l'autre ou d'un besoin à un autre. Je te laisse la parole, ma chérie. Ah, mais là, moi, là, je dois dire que je suis tellement attirée là, par la. Ça a l'air d'un nuage. Dans la prochaine diapositive aussi, là, il y en a un autre, là. Bref, là, même, je regarde ça, je suis comme, oh mon Dieu, j'en veux. Là, je ne sais pas, j'avais-tu quelque chose, parce que moi, je vois mon visage dans le Ben, c'est PowerPoint. justement, je pense que c'est tes coups de cœur au Oui, niveau c'est du mes coups toucher. de cœur, c'est ça. Fait que celle-là qu'on voit, puis dans l'autre diapositive, là, comment elle s'appelle? La La plouf? flouffe. La La flouf. flouffe. Écoute, la flouf. Je te dis, je regarde ça, je suis comme, oh mon Dieu, j'en veux. Mais oui, puis je voulais parler aussi de la pottie. Là, il n'y a pas l'image, là, mais la fameuse pottie FDMT, c'est la meilleure. Je l'ai tellement utilisée. Puis qu'est-ce que je trouve intéressant, Nathalie, c'est que la pottie FDMT, il y a différentes duretés. Il y en a Exact. 6, je crois. Hein? Oui. Donc, ça va de la plus molle, si on veut, jusqu'à la plus dense. Puis, elle est durable. Écoute, chapeau à cette pottie, je l'adore. Mais dans le fond, comme tu disais, les potties, c'est dans le fond les plus souples du départ. Elles sont très étirables, plus Oui, filamenteuses. Puis plus elles sont dures, plus ça va être difficile de les étirer. Souvent, si on donne un coup sec, elles vont casser. Donc, c'est vraiment très satisfaisant, dépendamment de l'âge, de la force de la main, la force des bras, ce que l'on veut faire avec, etc. Donc, mais tout ça par un intérêt de toucher, un intérêt de mettre en évidence notre sens du toucher et d'attirer notre attention au niveau de ce qui se passe au bout des doigts. puis je vois des questions arriver, puis des commentaires que j'ai entendus. On doit accompagner les jeunes, comment les utiliser. Toujours. Évidemment, quand c'est les plus élastiques, des fois, là, quand ils ne savent pas comment, là, et là là, hein, ça fait c'est ça. Donc, on doit les accompagner, on doit leur montrer comment l'utiliser de la bonne façon. Oui, puis un petit truc que je vous donne, un morceau de velcro autocollant que l'on peut venir installer en dessous, le long du pupitre en dessous, parce que on est toujours en recherche sensorielle au niveau de la main. On a juste à penser, sans s'en rendre compte, on va mettre la main en dessous d'un bureau et il y a une vis. Puis là, on est en train de parler, puis notre doigt, il fait des petits tours comme ça sur la vis parce que c'est une texture. Donc là, je parle d'une vis, mais ça peut arriver que c'est une vieille gomme aussi, là, mais on va juste penser à la vis. Euh, J'ai vu un commentaire excuse-moi Nathalie, j'ai vu un Vas-y. commentaire dans le chat. Évidemment, la pottie, en temps de pandémie, on n'a pas pu l'utiliser. Ça ne sera que revenir dans le futur. Mais aussi, il y a des enfants qui ont leur propre pottie, puis il y a des parents aussi là, qui participent à leur offrir des outils pour l'école. Mais c'est ce qu'on voit souvent aussi en milieu scolaire, c'est des petites potties qui vont finir par avoir le nom de l'élève dessus parce que c'est en tout petit récipient. Donc ici, on voit ce que Frédéric parlait tout à l'heure. Si vous aviez la chance d'arracher un morceau de nuage, ça ressemblerait à ça, mais c'est pour parler de notre sens de l'odorat. Il y en a qui vont adorer, ils vont se rapprocher, ils vont dire « Ah, tu sens comme ma mère » ou « Tu sens comme mon père » ou « Mon Dieu que ça sent bon » ou ils arrivent à l'heure du dîner proche de la cafétéria, puis c'est réconfortant, il y a une odeur là, qui leur est réconfortante. Mais il y a aussi celui qui va faire comme arc, ça sent pas bon. Alors, il faut faire attention au niveau de l'odorat, que ce ne soit pas un parfum qui est trop envahissant au niveau de l'ensemble de la classe ou l'ensemble du local et que ce soit facilement refermable pour que l'odeur se dissipe. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est avoir quelqu'un qui va avoir mal au cœur ou une migraine, mais les odeurs qu'on vous propose, c'est des odeurs qui sont très subtiles ou des odeurs qui sont un peu plus calmantes. Exemple, la lavande, la menthe, tous les agrumes et la vanille. Ce sont les principales. Et la flouffe, c'est une texture, donc au niveau du toucher, c'est très attirant. Puis en même temps, il y a une petite odeur subtile de vanille. Et on voit le petit huile essentielle là, qui se met sur l'accessoire de notre petit chien Manimo. Donc, on pourrait aussi aller créer des accessoires sur certains objets, dont nos animaux lestés,
pour avoir des petites odeurs comme ça. Et pourquoi pas les laisser dans un sac qui va leur permettre d'aller chercher l'accessoire pour leur mettre autour du cou ou des petites feutrines qui ont une odeur, etc. Donc, je ne sais pas si tu avais quelque chose. Il y a les diffuseurs d'huile essentielle, mais encore là, pour ceux qui ont une hypersensibilité avec les odeurs et tout ça, il faut y aller avec parcimonie, puis en utiliser peu, parce qu'il y en a que les odeurs fortes comme ça, bien fortes. Parce qu'un diffuseur d'huile essentielle, parfois, même si on en met juste un petit peu, ça sent quand même beaucoup. Donc, c'est souvent utilisé à la maison. Donc, oui. à la maison, on est un petit peu plus intime avec les odeurs que nos jeunes ou nous-mêmes, on aime. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir des accessoires comme des potis avec des arômes odorantes et des outils de manipulation aussi sur lesquels on peut venir ajouter quelques gouttes d'huile essentielle. Oral moteur. Donc, en entrée de matière, tu as parlé aussi de certaines manies que les jeunes, les adultes et autres comportent des objets à notre bouche. Donc, oui, on a beaucoup de récepteurs au niveau de l'intérieur de la joue, les gencives, la langue, le palais, les lèvres, ce qui fait qu'on a des mâchouilles de différentes formes, textures, épaisseurs, finitions. Pourquoi? Pour justement aller chercher des stimulations différentes au niveau de la bouche. Donc, si j'ai un objet à mâchouiller ou un bijou à mâchouiller qui est plus allongé, c'est pour aller vers le fond au niveau des dents. Si c'est troué, c'est souvent parce qu'il va y avoir les lèvres qui vont venir se toucher. Ça fait une autre sensation. Alors, il y a différents objets à mâchouiller. Pour ça, il faut vraiment observer qu'est-ce que le jeune aime mettre à la bouche. Et ce qu'il faut savoir, c'est surtout pour avoir un objet sécuritaire pour les dents et que l'on peut laver facilement pour garder finalement quelque chose qui est adéquat pour un besoin oral moteur. Somme toute, on peut aussi utiliser des moments de journée que l'on vit tous, c'est-à-dire la collation, le dîner, des bouteilles d'eau. Alors, pourquoi pas altérer la chaleur de notre eau? Donc, des fois, on la prend à température pièce, des fois, on va la rechanger, on va la mettre froide. Juste la température de l'eau, c'est une stimulation orale moteur. Boire à la paille ou boire au goulot. Donc, de temps en temps, si par exemple, on a un genre de bouteille Gatorade dans lequel il y a une fausse paille sur le goulot, on pourrait l'ouvrir pour un plus vieux puis prendre une gorgée directement. Mais juste la façon comment on va déposer la bouche sur l'objet dans lequel on veut boire, c'est une stimulation différente. Puis j'aime bien donner l'exemple d'une collation toute simple. J'ai une carotte. La carotte, si je la coupe en petites juliennes, si je la coupe en rondelles ou si je la coupe juste en deux, la façon que je vais la porter à ma bouche avec mes doigts et la façon que je vais aller la croquer avec mes dents ou que je vais placer le morceau à l'intérieur de ma bouche à l'aide de ma langue, bien, je suis toujours avec une carotte, mais la stimulation est très différente. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir avoir des moments comme ça, mais aussi, c'est un grand besoin et c'est très réconfortant. On le sait, les enfants, on la suce longtemps. Donc, c'est pour ça que des objets comme la mâchouille, c'est quelque chose qui est très utilisé, qu'ils vont aimer siffloter ou autre. Donc, c'est pas à minimiser non plus. J'ai vu vite, parce que là, dans le chat, on va poser des questions plus tard, mais j'ai vu quelque chose de pertinent à rajouter. C'est aussi bénéfique à la garderie, hein, Nathalie? Tout à fait. Tous ces outils-là pour les plus petits. Puis, on discutait ensemble, Nathalie et moi, cette semaine. On s'est fait un petit Zoom de préparation. Puis, mon fils était à la maison. Hein? Puis, qu'est-ce qu'il s'est mis à faire, mon fils, Nathalie? Premièrement, il a volé le breuvage de Frédérie et elle avait sorti un magnifique pot maçon avec une paille. Donc, il s'est mis à faire des bulles, puis juste ça, bien, il était tout seul avec son bocal d'eau, puis sa paille. Ça a été probablement un moment réconfortant pour lui parce qu'il observait, donc le côté visuel, il observait vraiment ce qui se passait dans le verre. Naturellement, il buvait, donc il avalait de l'eau fraîche, donc oral moteur, puis il s'amusait à souffler. Donc, juste ça, ça lui faisait une petite pause sensorielle vraiment intéressante. Puis, je viens de voir passer une autre question, Nathalie. Ça fait plusieurs qui demandent est-ce que tout ce qu'on parle ce soir a besoin de recommandations d'une ergothérapeute? Moi, je dis non, puis je te laisse continuer là-dessus, Nathalie. Dans le fond, le système sensoriel, c'est très, très intuitif comme besoin à combler. Alors non, ce ne sont pas des outils qui demandent une approche d'utilisation
proposé par un ergothérapeute, c'est certain qu'il y aura d'autres outils. Là, je ne parle pas oral moteur, mais au exemple plus tard, plus spécialisés qui ne sont pas justement dans le PowerPoint parce qu'on voulait que ce soit des outils proposés qui peuvent être utilisés par tous. Donc, des outils qui demandent une recommandation ne font pas partie de la présentation d'aujourd'hui. Merci. Donc, ça m'amène à vous parler de la proprioception. Donc, on a parlé des 5 sens connus, on sait toute la comptine de Passepartout avec les 5 sens. Maintenant, Passepartout ne parlait pas de proprioception ni de vestibulaire. Fait que moi, on va vous en parler un petit peu, là, parce que c'est deux éléments de notre système sensoriel extrêmement réconfortants. Alors, on voit le fantôme, qui est un genre de petite grande tête d'oreiller dans lequel on peut entrer complètement ou partiellement si on ne veut pas avoir la tête à l'intérieur. Mais c'est un lycra. Alors, le fait de pousser sur les parois vient activer nos muscles. Donc, la proprioception, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'épiderme et du muscle et des articulations et des muscles. Donc, finalement, lorsqu'on pousse sur quelque chose, on a une contraction musculaire, puis on a une pression au niveau de nos articulations, on vient d'activer la proprioception. Le garçon qui est dans notre petit canot Pipod, qui était avant un outil que les ergots connaissaient, mais qui ne demande pas une recommandation d'ergothérapeute, mais c'est juste que nous, on ne les connaissait pas. Dans le fond, c'est juste ça, on ne connaissait pas cette propriété-là tellement réconfortante, mais pourtant, on la vivait. Tous les soirs, quand on se couche, on aime ça avoir quelque chose qui est enveloppant, réconfortant, qui nous permet d'aller vers un sommeil réparateur. Donc, se coucher avec un drap, me semble, c'est pas assez... ça ne nous abrite pas assez, ça nous prend la doudou par-dessus pour qu'on se sente vraiment enveloppé. Alors, le Pipod, c'est ce que ça vient faire, c'est que ça vient nous envelopper, ça fait une petite pression. Puis, en même temps, ben comme c'est sur de l'air, ça vacille un peu, c'est que ça va parler aussi du vestibulaire. Les coussins lestés que l'on voit avec les coussins de gel, ce sont des coussins qui ont un poids. Donc, tout comme nos manimaux, c'est des petits toutous bien réconfortants, la petite pluche réconfortante lestée. Et le poids, c'est la clé. C'est vraiment ça qui vient faire une petite pause à notre système nerveux central et extrêmement réconfortant. Puis combien de minutes qu'on doit le prendre? 15-20 minutes, c'est la règle. Donc, après 15-20 minutes d'utilisation, on en ressent les bienfaits. Et je vous invite à aller sur le site de fdmt.ca dans l'onglet Manimo. Vous allez avoir une étude biométrique qui a été faite sur l'utilisation justement des animaux lestés et qui donne l'explication du pourquoi c'est si réconfortant et naturellement ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là. Donc, c'est prouvé scientifiquement que notre système nerveux central est apaisé par notre système proprioceptif, donc dès qu'on met quelque chose qui a un poids. La jeune fille qui est en train de lire avec un coussin au niveau du cou, donc le coussin de cou, mais encore là, c'est comme ça nous aide à baisser les épaules, puis à les garder, et on sent une pression, c'est vraiment le câlin. Tu sais, le câlin, il est donc réconfortant, le câlin. Donc, une petite pression profonde comme ça, c'est vraiment intéressant. Et on n'a pas d'image pour le démontrer, je m'excuse, je m'étire, mais tous les objets de massage, l'automassage fait partie de notre proprioception et c'est un outil tout petit que l'on peut permettre d'utilisation dans ce coin sensoriel qu'on parle depuis le début. Donc, dans le fond, ce que je vous présente comme outil, puis ce que Frédéric vient expliquer au niveau de la portée de chacun des outils, il faut toujours penser que c'est parce qu'on pense que ça peut être intégré dans un moment d'utilisation d'un coin refuge, justement. Là. Donc, je te laisse encore amener quelques beaux exemples. Je vais juste rajouter, Nathalie, le fameux fantôme, on voit à travers, hein, super important. Les enfants ne sont pas dans le noir, ils voient à travers. Puis, dans plusieurs classes, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Je me permets même de citer la propriétaire de la clinique ici, Caroline Poiré. J'ai eu la chance de travailler 2 ans avec sa sœur, Mélanie Poiré, qui est enseignante au préscolaire. Et puis qu'elle avait une routine de massage avec les élèves. C'était de toute beauté, la petite musique. Il y avait des élèves responsables à tous les jours de demander aux enfants « Est-ce que tu veux un massage? Est-ce que tu veux un massage? Est-ce que tu veux sentir un petit peu d'huile essentielle? »
C'était de toute beauté. Puis l'enfant avait le choix de dire non, merci, pas de massage pour moi aujourd'hui. Donc, elle avait toutes sortes d'outils, balles, comme des petites mains qu'on peut passer dans le dos et tout ça. Mon Dieu, les enfants étaient tellement apaisés et calmes. Donc, je trouve que c'est quelque chose à intégrer dans la routine de détente parce que pratiquement toutes les classes ont ça au retour de récréation, au retour de dîner. Donc, un petit 5-10 minutes d'élèves responsables à tour de rôle pour faire des petits massages dans le dos. Là. Wow, je trouvais ça super beau. Puis ce qui est le fun dans ce que tu dis, c'est de ce que Mélanie fait au niveau de sa classe, c'est qu'elle permet à son groupe de reconnaître leurs besoins pour devenir autonomes dans ce qui leur fait du bien. Donc, c'est vraiment important, puis ça va devenir des adultes encore plus conscients de leurs besoins. Fait que moi, je trouve ça génial, là. Donc, le dernier sens, on va parler aussi des animaux parce qu'on est vraiment créateur des animaux. Alors, on voit l'attachement que l'on peut avoir avec l'animal. Le petit garçon qui regarde le chien, on dirait qu'ils sont en train de se dire un secret. En période de concentration, lorsqu'on travaille, le animal peut être déposé sur le corps. Ça va juste aider aussi à augmenter l'attention, la concentration. Manipuler chacune des parties du corps du animal, comme la patte que l'on voit, le petit garçon en bas à droite, ou la jeune fille qui a deux parties, donc la tortue se divise en 1 kg, 1 kg. Donc, on voit vraiment plusieurs situations dans lesquelles le même objet peut se retrouver et il peut aussi se retrouver dans le coin refuge en utilisation spontanée. C'est vraiment intéressant. Au niveau du vestibulaire, qui est le dernier de nos 7 sens, on peut voir que c'est des outils qui vont permettre le mouvement. Le vestibule se retrouve au niveau de l'oreille. Donc, dès que je suis en train d'hocher la tête pour OK, je comprends, mais en même temps, je comprends et je reste concentrée sur ton discours parce que j'ai activé mon système vestibulaire. Il y en a peut-être présentement que sans s'en rendre compte, ils font ça comme ça parce que ça commence à être un peu long, là, la présentation, puis il faut que je reste focus sur l'écran, mais ils bougent avec leur chaise ou ils se sont mis debout pour changer leur posture. Donc, naturellement, on vient activer notre système vestibulaire, qui est un des sens qui aide l'attention, la concentration. Donc, les objets qu'on présente là sont tous des objets qui vont solliciter justement le mouvement. Et je sais que tu as un petit coup de cœur, j'en parlerai pas, j'ai manqué de glisser là, mais je te laisse en parler. Le pédalier, quel outil extraordinaire, bien utilisé, là, wow, surtout pour les élèves qui ont la bougeotte motrice et tout ça, qui ont beaucoup d'énergie, là, vraiment coup de cœur pour moi, le pédalier, là, un must. Donc, les objets que l'on voit, le petit garçon sur la chaise relax, c'est que la chaise relax a 2-3 postures sur lesquelles on peut faire. Donc là, il est sur la posture plus stable, mais s'il est du côté de l'arche, ça peut avoir un mouvement. Donc, ce n'est pas une erreur dans l'image, c'est tout simplement qu'elle a plusieurs propriétés, cette belle petite chaise. Ça m'amène à vous parler des tabourets oscillants. Pourquoi? Parce que les assises dynamiques, les assises qui vont avoir un mouvement, le tabouret oscillant, les coussins gonflés, tout ça, viennent activer le système vestibulaire. Et parfois, si on n'a pas la chance d'avoir accès au point refuge, mais on pourrait peut-être avoir la possibilité de changer notre assise pour quand même activer justement ce sens-là qui est très aidant au niveau de l'attention et de la concentration. Les effets lumineux, c'est sûr que là, c'est un wow assuré. Au niveau du coin sensoriel, on est porté à proposer souvent d'en avoir minimalement 2. Pourquoi? Parce que le mouvement est différent dans chacune d'elles. L'action-réaction aussi. Alors, c'est émerveillant. Il y en a certaines qui vont pouvoir être manipulées, comme on voit la sphère à gauche qui est la sphère placement. Ça, c'est comme un petit peu l'espèce de boule qui a un filament électrique. Donc, dès que je mets le doigt sur la paroi de verre, ça part du cœur, puis il y a une éclair qui vient toucher mon doigt, mais naturellement sans aucune sensation tactile. C'est vraiment que visuel, mais c'est captivant. Et aussi, les fibres optiques que l'on passe notre main par-dessus l'espèce de petit plumeau, là, puis on voit chacun des petites fibres de plastique bouger. Et si on a la chance de pouvoir tamiser ou même enlever complètement la lumière, bien là, on a un effet wow assuré, c'est certain. Là. Donc, je ne sais pas si tu utilises, toi, parfois les objets lumineux au niveau des suggestions des coins sensoriels. Mais écoute, moi, pour avoir travaillé, comme j'ai dit tantôt, 5-6 ans à l'école,
je t'en ai parlé, je pense, c'est quelque chose que j'avais jamais utilisé. Puis je me suis dit, ben voyons donc, comment ça, j'ai jamais utilisé ça? Parce que même pour moi, personnellement, ou peu importe, là, c'est tellement réconfortant d'avoir une petite lumière avec un effet et tout ça. Donc, même moi, j'ai appris des choses avec le webinaire. Mais, dans le fond, tu parlais du diffuseur. Pourquoi vous pensez que les diffuseurs ont des petites lumières qui vont changer de couleur, tout ça? Parce que c'est apaisant, tout simplement. On ne faut pas le minimiser non plus le changement de posture au niveau du corps. Donc, pas besoin de les nommer, juste les regarder et juste penser parfois nous-mêmes quand on change de posture ou se coucher au sol, à l'extérieur, le contact qu'on a aussi, tout le corps sur le sol. Donc, c'est de la proprioception. Le fait d'être debout puis bouger un peu, c'est de la proprioception et du vestibulaire. Alors, il ne faut pas minimiser l'impact de la position. Un hommage rapide à des enseignantes avec qui j'ai travaillé l'année dernière qui faisaient énormément changer les élèves de position, que ce soit assis à leur chaise, elle avait comme un mini pupitre en plastique qui pouvait s'asseoir avec une chaise relaxe. Là, je ne parle pas d'une classe 100% flexible, là, je parle plutôt d'une classe semi-flexible, que les élèves ont plus de liberté à prendre leur position au niveau du travail. Puis là, je parle vraiment par rapport à l'école. Puis qu'est-ce que je trouve dommage, c'est les élèves qui sont en classe et qui doivent être assis sur leur chaise toute la journée. Ça les coupe un peu de leur corps, d'être capable de se connaître et de savoir, ben moi, quand je suis comme ça, je ne suis pas confortable. Moi, quand je suis debout, je travaille mieux et tout ça. Donc, mais ça s'en vient de plus en plus dans les écoles, là. Souvent, il y en a qui travaillent debout, il y en a qui travaillent assis, d'autres par terre. Donc, ça, c'est super important de faire reconnecter les enfants avec leur corps. Mais le flexible sitting, la classe semi-flexible et flexible, c'est quelque chose qui est de plus en plus créé au niveau de l'environnement de la classe. Et on voit d'ailleurs un peu ce que tu parlais au niveau des moments d'utilisation d'outils. Alors, exemple, le coussin, moi, je l'ai mis dans mon dos parce que je trouvais la chaise un peu trop loin si je m'accotais. Alors, le coussin qui est une assise dynamique, mais on peut s'en servir autant dans le dos, assis au sol. Donc, ça se trimballe très bien du coin sensoriel à ma chaise, au sol, en dessous de mes pieds. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser certains outils. Il ne faut surtout pas oublier toute, je dirais, l'adaptation de certains outils. Pourquoi? Parce que dans le coin sensoriel, ça nous permet d'en offrir encore plus et de ne pas restreindre l'outil à voici le coussin qu'il va sur la chaise. Et c'est juste sur la chaise. Alors, si on propose différentes façons d'utiliser, on augmente les possibilités d'autorégulation tout simplement. Puis c'est ce qu'on souhaite. On veut que les jeunes soient dans le meilleur confort et le meilleur état pour bien apprendre et être concentrés à ces apprentissages-là. Je viens de voir quelque chose passer dans le chat. Merci pour le commentaire. Il faudrait que ce soit réinvesti au secondaire. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ils sont assis carrés sur une chaise toute la journée, là. C'est un milieu au secondaire régulier, mettons, qu'il y en a peu, hein? Des outils sensoriels pour les élèves. Puis c'est pas parce qu'on est rendu dans l'adolescence que c'est pas autant pertinent qu'au primaire ou à la garderie. Tout à fait raison. Et comme le webinaire va être libre d'accès, ben, je vous invite à le partager aux enseignants du secondaire parce que tout part à, si je le connais, il y a de meilleures possibilités que je l'utilise. Donc, on va leur enseigner. Je vais vous montrer aussi qu'un coin sensoriel peut être évolutif, quelque chose de simple. Donc, ce que l'on voit dans l'image de gauche, à part la chaise relaxe, tout va pouvoir être entré dans mon petit cube qui est là et je vais pouvoir aller chercher ce que j'ai besoin. Donc, tout à l'heure, on parlait moduler et adapter. Bien, je pourrais finalement utiliser seulement ce que j'ai besoin. Donc, le fantôme, bien, je peux l'utiliser autant comme petite jetée que je mets sur moi que pour m'intégrer à l'intérieur, les coquilles, tout ça. Et on voit que si j'ai aimé ça une année, j'ai un petit peu plus de budget, ah, tiens, je peux le rendre encore plus intéressant en ajoutant des tuiles sensorielles, un fat boy qui est une assise qui est confortable, agréable. Et là, plus on voit les bienfaits, plus on va lui donner de la place parce que naturellement, une chose qui fonctionne, on l'intègre. Alors, c'est vraiment évolutif, un coin sensoriel, puis il ne faut pas se priver d'en faire un tout petit puis de dire, bien, si ça marche, je vais y attribuer un petit peu plus de place l'année prochaine.
Je parle rapidement sans passer chacune des pauses sensorielles suggérées. De toute façon, vous y aurez accès. Mais faire bouger les enfants, donc faire des pauses à l'extérieur des moments du coin refuge. Pourquoi? Parce que la pause sensorielle en grand groupe, elle est tout aussi efficace aussi pour quand même retrouver un calme. Même si ce n'est pas l'intention de la présentation d'aujourd'hui, on voulait quand même vous le rappeler. Il n'y a rien comme un petit rappel pour le réintégrer à notre routine, là. Fait que je te laisse laisser l'exemple avec plaisir. Oui, j'ai eu l'occasion avec une enseignante à un moment donné de faire quelque chose de super chouette parce que j'ai souvent comme commentaire, ouais, mais on fait une pause active, puis après ça, c'est comme, on dirait qu'ils sont branchés dans la prise de courant. Tu sais, parfois, ça peut être ne pas être aidant pour certains enfants. Mais en fait, j'ai une enseignante cette année, première année, on a fait faire une pause active aux élèves. Mais quand ça a été terminé, elle a fait faire une centration méditation d'à peu près 5-10 minutes aux élèves. Les élèves étaient tellement calmes. Il y en a une qui s'est endormie et elle ronflait. Donc, l'énergie est montée très haute. Puis après ça, avec une petite centration méditation, les élèves étaient dans un calme. J'ai trouvé ça de toute beauté. Donc, pour minimiser l'impact sur le groupe tout autant que sur l'individu. Maintenant, ça va être à vous de créer un petit coin sensoriel qui convient à votre milieu, qui convient à la dimension que vous lui offrir. Et ça peut être aussi simple que d'avoir quelques outils que vous présentez puis que les enfants vont venir s'asseoir au sol. Vous savez, on parlait de posture, juste changer. Au lieu d'être assis en hauteur sur sa chaise, mais être sur une chaise relaxe ou un coussin au sol, on vient quand même de donner un répit au corps, à l'attention, à la perception visuelle, à la proprioception, parce que mon corps va toucher différemment le sol. Donc, au niveau de la gravité, ça fait une pression sur moi. Je peux utiliser le manimo en même temps. Donc, à vous maintenant de le créer, votre petit coin sensoriel. Je tiens à remercier beaucoup Pas à Pas d'avoir collaboré. On va passer à quelques questions, mais aussi, je sais qu'ils vont offrir des outils qui vont être envoyés demain dans le courriel. Et FDMT a le plaisir aussi de vous offrir un rabais, je vous dirais un rabais WOW, là, c'est 15 avec le code promotionnel SENSO 01 ou 0,15 parce qu'il y a un petit 5 en bas. Donc, je vais demander à Rachel de le mettre dans le clavardage pour que ce soit clair, mais je pense que c'est webinaire Senso 15. Oui, c'est ça, donc, webinaire Senso 15. Oui, le 5 s'est mis à bouger, là, je ne sais pas pourquoi. C'est trop un rabais wow, il n'est pas habitué d'avoir un 15, lui-là. Là. Nathalie, tu as été dérangée dans ton visuel. Exactement. Exactement. Donc, profitez-en. C'est bon jusqu'au 6 avril. Naturellement, c'est sur ce qui est disponible en inventaire, donc par achat sur notre site Internet. Moi, je vais enlever le partage. Ça va permettre de nous revoir. J'aimerais ça faire juste... Oh, mon Dieu! J'ai ouvert des choses qui n'avaient pas d'affaire à toi. Nathalie, est-ce que tu peux me permettre le partage d'écran? Est-ce que tu pourrais faire ça pour moi? Tu l'étais déjà, je pense, non? Attends un petit peu, je vais te... Je ne sais pas si je peux avoir accès parce que je voulais montrer quelque chose. Ça devrait fonctionner. Je voulais seulement proposer une lecture aux gens que Caroline Coiré, la propriétaire de la clinique ici, a écrit un merveilleux livre. Puis je vais vous dire pourquoi je le qualifie de merveilleux. Parce que le livre est dédié aux parents, enseignants, n'importe qui en fait qui veut avoir des informations sur le stress chez l'enfant. Et il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui est merveilleux, des outils très concrets à appliquer tout de suite quand on en fait la lecture. Donc, s'il y en a qui veulent avoir plus d'informations, parce que c'est un must, hein, le stress chez les enfants. Donc, voilà, pour ceux qui veulent se le procurer. L'enfant stressé, soutenir tous ensemble l'enfant de 5 à 12 ans à l'école comme à la maison. Merci Frédéric. Donc, moi, on m'a remis des petites questions parce que... Oui, j'en ai moi aussi. On va essayer d'y répondre. Alors,
je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être déjà eu réponse à leurs questions. On remercie tout le monde qui a pris leur temps ce soir pour être avec nous, pour démystifier le coin sensoriel et en connaître les bienfaits. Si vous avez des questions qui arrivent par la suite, n'hésitez pas à les écrire à fdmt.ca ou à pas, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Mais on reste avec vous pour répondre à quelques-unes. Donc, on va le faire en alternance. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, pas de problème. Parfait. Donc, moi, j'ai une personne qui me demandait, y a-t-il une différence entre le coin calme et le coin sensoriel? Et en même temps, comment améliorer son coin calme? Donc, je dirais que la différence, de toute façon, c'est dans le vocabulaire, effectivement, mais ce qui va rendre le coin sensoriel, c'est d'aller travailler les 7 sens que l'on parlait tout à l'heure. Le coin calme serait un coin qui est juste un peu en retrait du mouvement de la maison ou de la classe, qu'il est un peu plus calme et que les sens seraient moins sollicités. Alors, je dirais qu'on a la prétention de nommer un coin sensoriel lorsqu'on a au moins des outils qui vont venir solliciter chacun des sens. Alors, j'espère que ça répond à la question. Sinon, bien, je vous invite à aller dans le clavardage pour demander un petit peu plus d'explications. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que le manque de temps passé à l'extérieur peut expliquer les grands besoins sensoriels des jeunes? Et là là, ben oui, ça a un impact, c'est sûr, sûr, sûr. Les enfants vont moins dehors, les enfants, il y a toutes sortes de sujets qu'on pourrait aborder ce soir. Je vais y aller brièvement, mais l'exposition aux écrans, c'est hyper stimulant, les écrans. Loin de là, mon objectif il y a une zone grise, là, les écrans ne sont pas tout noirs ou tout blancs. Mais oui, effectivement, les enfants bougent moins. Si on recule d'une trentaine d'années, les enfants étaient constamment à l'extérieur. Les enfants se faisaient chicaner pour rentrer à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est le contraire. Des fois, il faut pousser les enfants à l'extérieur. Donc, effectivement, le manque de temps à l'extérieur a un impact. Une autre question, c'est ça c'est une belle question, comment convaincre ma direction d'avoir un budget pour équiper ma classe, puis parler un petit peu plus du coin évolutif. Donc, au départ, comme je vous disais tout à l'heure, lorsque ça diminue les crises, lorsqu'on est capable de faire moins de gestion de classe, c'est extrêmement aidant. Premièrement, c'est moins éreintant pour l'enseignant et les élèves dans la classe. Et ça permet justement d'avoir un moment d'apprentissage qui est plus agréable pour tout le monde et un développement socio-émotionnel encore plus adéquat parce qu'on a le temps de parler des choses correctement. Alors, au niveau du budget, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. Souvent, ça va être le budget de l'éducateur spécialisé qui va venir vous aider. Beaucoup d'écoles vont avoir un genre de, je dirais, une armoire, l'armoire d'Ali Baba, dans lequel vous pourrez emprunter certains outils. Alors, c'est une façon d'avoir une partie dans votre classe stable, donc un budget qui vous permettrait de démarrer avec quelque chose qui est un peu plus simple, mais de proposer justement que l'éducateur spécialisé de l'école ait aussi un budget pour avoir des outils qui pourraient être partagés au niveau des enseignants. Donc, la direction va sentir, ah, OK, ça peut servir à plusieurs personnes. Donc, souvent, ça peut être quelque chose qui va vous permettre d'avoir des outils en plus d'un exemplaire ou des outils un peu plus particuliers ou plus dispendieux. Je pense au canot Pipod, entre autres. C'est quelque chose qu'on peut partager, qui est facile de gonfler et dégonfler parce qu'il y a une pompe automatique. Alors, c'est peut-être dans le partage qu'on pourrait bonifier. Et toute bonne chose qui fonctionne, là, la direction d'école va accepter d'attribuer ensuite un autre budget. Il y a aussi certaines assises que le budget bibliothèque peut prendre parce que ça va aider justement à l'attention pendant le moment de lecture. Donc, faire entrer dans différents locales en même temps des outils permet d'avoir différents moments sensoriels. Mais je vous dirais le partage et la diminution de gestion, l'amélioration de gestion de classe, c'est des bons arguments. Oui, je l'avais, moi aussi, la question, Nathalie. Effectivement, je te suis à 100% dans ce que tu dis. Puis oui, la majorité des écoles, les TES aussi, ont un budget, puis il y a des objets qu'on peut se partager.
Ici, ne serait-il pas important d'avoir l'avis d'un ergothérapeute? Donc, comme on a dit tantôt, quand c'est pour une utilisation de 15-20 minutes, non, il n'y a pas besoin d'autorisation d'un ergothérapeute. Je peux prendre un exemple avec le ballon, hein, on avait parlé, Nathalie et moi, le fameux ballon d'exercice. Donc, ça, important à retenir aussi. Moi, j'ai souvent vu des élèves qui utilisaient ça pendant une demi-journée. Dans le meilleur des mondes, non, ce n'est pas l'idéal. Une vingtaine de minutes, c'est suffisant pour la posture et tout ça. Donc, Nathalie, tu disais qu'il y a certains outils qu'on n'a pas présentés, mais que l'ergothérapeute doit être en arrière, si je ne me trompe pas. Mais dans le fond, il y a beaucoup plus d'ergothérapeutes maintenant dans les centres de services scolaires. Et Oui. ça, c'est vraiment, vraiment, je vous dirais, quelque chose de bénéfique. Pourquoi? Parce qu'ils vont être là pour donner de l'information aux enseignants, pour les rendre autonomes et leur permettre de présenter les outils au sein de leur classe. Donc, que ce soit un enfant de maternelle ou de sixième année, on ne le présente pas de la même façon, mais ils vont être là pour vraiment vous accompagner parce que leur objectif, c'est pas d'être présent pour tout le monde. Il y en a des fois une ou deux dans une commission, dans un centre de service scolaire. Donc, ils vont vous donner des informations pour pouvoir justement faire une bonne présentation des outils et ensuite que ce soit bien utilisé. Donc, ils sont derrière, mais pas de façon permanente, mais vous en avez maintenant dans les centres de service scolaire, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est eux qui ont mis en place justement l'intégration des classes semi-flexibles et autres, là, flexibles. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Là. Moi, j'avais une question. À quelle fréquence on devrait diversifier le coin sensoriel? Ça, on peut le faire de différentes façons. Et là, naturellement, ça va avec le budget qu'on a, les outils qu'on a, le temps qu'on a. Il y a beaucoup de si j'ai le temps, si j'ai... Alors, ce que nous, on propose souvent, c'est d'avoir des outils avec une structure assez permanente, mais que vous pourriez de temps à autre utilisé à d'autres façons. Exemple, la tuile sensorielle, qui est une tuile en gel, environ 2 pieds par 2 pieds, c'est un liquide à l'intérieur. Et quand je pèse dessus, le liquide se dissipe ou se mélange dépendamment des couleurs qu'on a choisies. Bien, elle peut se retrouver dans le coin sensoriel pendant un temps, puis à un moment donné, je l'enlève. Et une autre journée, je la mets juste à l'ouverture de la classe. Pourquoi? Parce qu'après l'heure du dîner, lorsque les enfants vont revenir du corridor, ils doivent passer dessus, prendre 2 secondes pour regarder ce qui se passe et continuer leur chemin. Juste ce moment d'arrêt-là permet de laisser au corridor, ce qui appartient au corridor, c'est-à-dire les causeries, le moment un petit peu de tiraillage, tout ça, et juste arrêter, prendre 2 secondes pour observer ce qui se passe en dessous de mes pieds et continuer. On vient de créer finalement une transition qui est intéressante puis qui permet de passer justement au moment de la classe. Donc, sans que ce soit nécessairement de tout changer, c'est juste utiliser à d'autres endroits les outils que l'on a. Mais si on a le budget pour le faire, bien à ce moment-là, faites-vous plaisir et rajoutez des petits objets par rapport, par exemple, j'aurais, le Pâques s'en vient, on a une lampe avec différentes couleurs en forme de lapin. Faites-vous plaisir, là. Il y a juste du plaisir à ça, du bonheur, là. J'ai une autre question. Celle-là, on va pouvoir répondre en commun, Nathalie. Qu'est-ce que je recommande en pouponnière et en petite enfance? Donc, la pouponnière, on s'entend, les trucs portés à la bouche, hein, ça ne peut pas être n'importe quoi. Au niveau oral, c'est sûr, à la pouponnière, il y a beaucoup d'enfants qui ont encore le biberon, qui ont encore la suce. Mais moi, je serais portée à dire probablement le mamimo, il est peut-être un peu lourd. Nathalie, peut-être le serpent? Bien, dans le fond, nous, ce qu'on propose, de toute façon, à cet âge-là, c'est toujours avec supervision. On ne laisse jamais Oui. un outil lesté à un jeune en bas de 3 ans sans supervision. Et il faut toujours que le jeune qui l'utilise soit de façon autonome pour le mettre et l'enlever. Ça, c'est la recommandation qu'on fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on offrirait comme outil? Naturellement, il faut faire attention que ça respecte le petit gabarit là, des objets petits au niveau des CPE et des petits-enfants. L'autre chose, naturellement, il n'y aura pas un coin parce qu'ils n'iront pas 15-20 minutes dans le coin à cet âge-là. Alors, c'est plus de la stimulation sensorielle qu'on va parler à cet âge-là que des coins sensoriels. Et naturellement, leur sens au niveau de la vue, le toucher et oral moteur, c'est ceux qui vont être très dominants. Mais on le voit, le côté vestibulaire, on va faire l'espèce, on les met, puis
on les fait bercer, le vestibulaire est très intéressant. Donc, si on travaille avec eux l'équilibre, on vient de travailler le système vestibulaire. Alors, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont déjà bien mis en place cet apprentissage-là auprès des petits. Mais c'est le fun de faire le tour et de dire, OK, j'ai-tu de quoi dans chacun des sens? Y a-tu quelque chose? Y en a-tu un que j'ai pas assez stimulé ou pas assez d'outils pour m'aider à le stimuler? Mais là, ça peut être quelque chose d'intéressant à analyser, là. Merci, Nathalie. Est-ce que tu avais d'autres questions? Oui, j'en ai encore 4, moi, de mon côté. Dans le coin sensoriel, combien d'outils Fidget on devrait offrir à un enfant limité ou au complet? Premièrement, limité, idéalement, parce que s'il fait un choix, déjà, l'apprentissage de faire un choix, c'est quelque chose chez un enfant. Alors, si on lui en laisse trop, il ne sera pas en train de mettre son attention au niveau d'un sens pour mettre en sourdine les autres. Donc, son autorégulation ne débutera pas tant qu'il n'aura pas fait un choix. Alors, on propose souvent qu'il prenne un ou deux outils, quitte à ce qu'il ait mal fait un choix et qu'il ait envie de l'échanger, mais on ne veut pas qu'il se retrouve avec l'ensemble des outils autour de lui, à moins que vous sentiez que ce soit ça qui est très réconfortant parce que lui, il se crée un jeu de rôle en même temps en les manipulant, puis il reste dans une bulle qui est très réconfortante. Alors, ce qu'il faut aussi respecter, c'est qu'est-ce qui fait du bien au niveau du moment d'autorégulation de l'individu qui est là. Alors, c'est pour ça tout à l'heure qu'on parlait de modulable et adaptable, parce que chaque individu est différent. Mais je vous dirais que lorsque souvent on leur propose une façon de s'installer, donc des coquilles avec un objet à regarder ou un petit peu plus dans un coin sombre, puis quelque chose sur eux avec des objets de manipulation ou un outil qui leur demande une attention comme la tablette créative, c'est suffisant pour le 15 minutes au niveau d'attirer l'attention sur un objet ou de mettre en évidence un sens pour mettre d'autres sens en veille. Nathalie, je veux juste faire une petite parenthèse parce que j'ai lu quelque chose sur le brushing. Mais le brushing, je crois qu'il faut avoir eu la technique par l'ergothérapeute pour le faire. Oui, Donc, dans le fond, c'est la technique je le prononce mal, je m'excuse, de Will Bagger, là. Donc, c'est pas un nom de famille que je suis habituée de dire, mais oui, ça prend une technique, puis on ne peut pas l'improviser. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'une brosse sensorielle, puis juste le passer sur nous, on ne peut pas l'utiliser. C'est qu'on ne peut pas créer le massage qui est une technique en soi. Mais on peut très bien l'utiliser pour juste se passer sur nos bras parce qu'on trouve ça doux, tout simplement, comme quelque chose qui nous fait un massage, là. Est-ce qu'on peut utiliser un outil visuel une à deux fois? Naturellement, les outils visuels, c'est des choses que l'on peut utiliser plus qu'une fois. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, c'est pour ça que j'hésite un peu, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on voit que ce que l'on a suggéré comme élément lumineux ou visuel est réconfortant et apaisant, permet d'être bien dans le moment présent, à ce moment-là, on peut effectivement l'utiliser plus qu'une fois dans la journée. C'est un 10, 15, 20 minutes. Et si on a besoin d'en utiliser plus qu'un en même temps, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant parce qu'il y en a un qui peut être en mouvement et l'autre qui est beaucoup plus stable. Donc, je suis juste en train de regarder des choses qui sont lumineuses, puis je vais passer d'un à l'autre, un peu comme si je regarde un aquarium puis qu'il y a plusieurs poissons. C'est pas parce qu'il y a plusieurs poissons que c'est stimulant, c'est que c'est des mouvements différents qui viennent m'apaiser. Donc, ça serait la même chose au niveau des objets lumineux. Je pourrais en avoir un ou deux en même temps, mais c'est sûr que si j'ai des affaires qui clignotent rapidement, puis qu'on en a plein, bien, excusez l'expression, on va se sentir un peu dans un rave. C'est un petit peu trop. Donc, moi, je dis oui, mais dépendamment desquels. J'ai comme question, comment ramener l'enfant dans le groupe après une pause au point sensoriel? Mais je vais revenir un petit peu dans l'outil gratuit que les gens vont recevoir. Il y en a un exprès comment faire le point sensoriel, mais évidemment, l'enfant a besoin d'accompagnement. On ne peut pas envoyer un enfant au point sensoriel sans l'accompagner, sans expliquer comment que ça fonctionne, comment on revient quand on a terminé.
Est-ce qu'on met une minuterie pour dire qu'au bout de 10-15 minutes, c'est terminé? On doit montrer à l'enfant comment je retourne à ma place après ça pour ne pas déranger le groupe. Donc, il faut vraiment, vraiment y aller, par exemple, avec les enfants, leur demander ce qu'on attend de lui ou d'elle dans le comportement, baliser le temps. Il faut vraiment être un modèle, il faut vraiment leur apprendre comment faire. Mais dans le fond, c'est là qu'on parle de vraiment du développement de l'autonomie. Tout s'apprend, mais ça s'apprend par essai-erreur, il ne faut pas l'oublier. Mais ça s'apprend. Puis, j'ai une belle question, Frédéric, celle-là aussi, on va la partager, je pense. C'est parce que le terme, je trouve que c'est une très belle question pour finir. Là. Merci à la personne qui l'a posée. Comment amener le coin sensoriel à l'utilisation sans que ce soit perçu comme une punition? Tu sais, on parlait tout à l'heure de coin retrait, tout ça, puis c'est tellement une belle question parce que c'est tellement pas comme ça qu'il faut que ça soit vu. C'est en réalité, c'est un privilège. C'est pas une punition, c'est un privilège. Donc, je ne sais pas comment toi, en milieu scolaire, tu l'amenais, là. Je te laisse en parler un peu, mais c'est vraiment un privilège. Qu'est-ce qui est super important, puis on a partagé le lien pour les outils que j'ai créés, puis qu'on a créé ensemble, Nathalie. Puis il y a un rappel dans l'outil qui stipule que le coin sensoriel ne doit jamais être une conséquence. Jamais, jamais, jamais. Si vous devez faire un retrait à un enfant, pour X raisons, ça doit jamais être dans le coin sensoriel. Le coin sensoriel se doit positif, accueillant, chaleureux. Ça doit toujours être dans une mesure où l'enfant s'en va là pour être bien, pour être apaisé. Donc, le coin sensoriel ne doit jamais être utilisé comme une conséquence. Si vous avez besoin de faire un retrait de 2-3 minutes à un enfant parce qu'il y a un geste de violence ou quoi que ce soit, ça ne doit jamais être dans le coin sensoriel. Si l'enfant est en retrait, vous pouvez lui amener une balle de stress pendant le retrait pour sortir un peu de la colère ou quoi que ce soit, mais dans le coin, jamais, jamais. Ça doit toujours être un coin pour s'apaiser. Puis, corrige-moi, là, mais un enfant qui est en situation de crise, un enfant qui est en situation de colère extrême, peu importe ce qu'on va lui offrir entre les mains, il n'aura pas envie, il va s'en servir pour le lancer. Donc, il faut au départ apaiser justement cette émotion-là qui est tellement envahissante pour l'individu. Puis je dis un enfant, mais ça peut être un adulte. Là. Dans une émotion qui est tellement envahissante, il faut laisser un peu cette émotion-là se déposer. Après ça, lui permettre de la reconnaître. Donc, l'aider à reconnaître qu'un moment d'autorégulation, un moment de détente, un moment de juste être avec soi-même puis de revenir tranquillement serait souhaitable. Donc, c'est là qu'on peut faire le retrait au départ dans un coin autre que le coin sensoriel et par la suite dire hey, on va-tu recharger nos batteries? T'sais, un peu le prendre de côté positif, justement, comme Frédéric disait. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment une belle question parce qu'effectivement, avoir un coin comme ça, que ce soit à la maison, à l'école ou dans l'école, c'est un privilège. Un privilège, pourquoi? Parce que ça nous permet d'aider chacun des individus à mieux se connaître et à pouvoir savoir qu'est-ce qui va leur faire du bien. Et ça, c'est tellement souhaitable dans la gestion des émotions. On a à y travailler toute sa vie. Tout à l'heure, il y a une personne qui parlait de l'adolescence. Donc, c'est autant souhaitable au niveau de nos jeunes adolescents. Là. Effectivement. Donc, le coin sensoriel, c'est pas en état d'émotion, de crise intense. C'est préventif ou après pour recharger la batterie, mais jamais pendant. Je vous donne un exemple. Imaginez quand vous êtes en colère, là, ça va pas, là, puis quelqu'un vient de dire calme-toi. Pire chose à dire. Donc, si l'enfant est dans cet état-là, puis il s'en va au coin, c'est quoi qu'il va faire? Je veux que tu te calmes là, là. L'émotion est pure, ça ne fonctionne pas. Les outils vont prendre. Ça ne fonctionnera pas. Non, puis on ne veut pas que personne ait un bleu au milieu du front. Non. J'en ai une autre qui a été demandée. La mâchouille, est-ce que c'est bénéfique pour un individu qui grince des dents ou nocif au niveau du niveau comportemental? Ce qu'il ne faut pas oublier,
Là, c'est mon dentiste qui m'a parlé de ça parce que j'étais une mâcheuse de gomme, puis je grince des dents. Alors, ce que mon dentiste m'expliquait, c'est que si toute la journée, la bouche fait ça, donc le muscle, il fait ça toute la journée, bien, lui, il ne sait pas quand mettre ça à off. Il est habitué de faire ça. Fait que la nuit, là, même quand je dors pas, il va vouloir faire ça. Mais là, il n'y a plus rien à mâcher. Fait que lui, il trouve de quoi à mâcher. Il trouve de quoi à faire. Alors, la mâchouille ne permettra pas de mastiquer. Alors, moi, ce que mon dentiste m'a dit à ce moment-là, c'est pas nocif parce qu'en réalité, on lui donne un objet qui est adéquat pour là-dedans. Alors, c'est pas abrasif, c'est pas comme s'il va prendre le petit flip de la fermeture éclair ou la partie métallique sur son crayon. Puis là, c'est très abrasif pour là-dedans. Donc, c'est quelque chose qui protège quand même là-dedans. Mais le jeune pourra avoir deux formes de mâchouille pour permettre le mouvement différemment et en même temps, comme je parlais tout à l'heure, essayer d'éviter la surutilisation en proposant des collations et des moments propices à se nourrir, à avoir une collation qui amène une stimulation orale moteur différente. Exemple, si à tous les jours je prends une compote de pommes, il n'y a pas vraiment de surprise sur ce qui va se passer au niveau de ma bouche parce que c'est pareil au même tous les jours. Mais si j'ai la compote de pommes avec un biscuit soda ou un biscuit sablé, bien, le fait que ça colle sur mes dents, sur les muqueuses, un peu sur ma langue, bien, ma langue va tout nettoyer ça. Fait que moi, pendant que ma langue nettoie, je suis en train de me faire une stimulation orale moteur qui va me permettre de moins ressentir le besoin de prendre mon objet à mâchouiller ou de mettre un objet non propice à la mâchouille. Donc, je vous dirais que c'est bon d'avoir quelque chose qui est adéquat pour protéger la dent parce que naturellement, c'est un besoin, mais aussi de peut-être essayer de trouver des moyens au quotidien, dans notre routine normale de vie, qui va permettre de stimuler au niveau de la bouche. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question par rapport à la mâchouille et aux besoins oral moteurs. Moi, j'avais pas Regarde. d'autres questions qui m'ont Non, été moi aussi, je soumises. pense que ça va être tout, ma belle Nathalie. Moi, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Je vais regarder s'il y a d'autres messages ici à l'écran. Ça va pour moi. En tout cas, on a des beaux merci. Je trouve ça vraiment le fun. Oui, Puis, vraiment. moi, j'avais vraiment hâte ce soir à faire ce webinaire-là. Je le sais que ça a commencé un petit peu avec une difficulté technique, mais c'est juste un beau défi pour avoir encore plus de plaisir par la suite. Puis encore un grand merci de ta générosité, Frédéric, et de pas à pas pour cette belle collaboration avec FDNT, Créateurs des Animaux. Je trouve que ça a été un team fort intéressant. Vraiment. Merci à toi aussi, Nathalie, de ton ouverture et ta générosité. Ça a été vraiment un plaisir de faire ça avec toi. Bien, merci à tout le monde qui a pris tout ce temps avec nous. Puis, n'hésitez pas à regarder nos réseaux sociaux, autant chez Pas à Pas que chez FDMT. Il y a plusieurs webinaires qui sont à faire au courant de l'année. Donc, on a juste hâte déjà de vous revoir. Merci. À Bonne bientôt. soirée!